Ce soir, dans Indice, le destin tragique de la petite Caroline que son père dépressif a entraîné vers la mort. C'est moi qui lui ai sonné. C'est la petite qui a décroché, je me souviens. Et elle parlait. Et je lui ai dit, passe-moi papa. Et lui, il m'a répondu, il a repris le téléphone, il m'a simplement dit, c'est la dernière fois que tu entends la petite. Et il y aura aussi le combat d'Angelica, cette maman partie au Maroc pour retrouver sa fille victime d'un enlèvement parental. Et quoi, t'imagines qu'il était à quelques minutes là de voir ta fille après 1 an? Quoi, t'as peur ou t'es contente ou... Je ne peux plus la donner. Mais je t'ai dit, de toute façon, par n'importe quel moyen, il veut nous la donner, c'est tout. Hein. Tu comprends? Et on n'a pas fait 3000 km pour rien, te tracasse pas. Hein. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous d'Indice. Ce soir, les destins tragiques de 2 fillettes victimes des déchirements de leurs parents. Il y a 3 mois, la petite Caroline, âgée de 4 ans, disparaissait en compagnie de son père, Roger Leenertz. Des recherches sont menées en France, en Allemagne et dans les cantons de l'Est. L'angoisse ne cesse de croître jusqu'au jour où leur véhicule est retrouvé au fond de la Meuse. Que s'est-il passé? Accident ou suicide? Ce père a-t-il entraîné sa fille qu'il adorait vers la mort? Un reportage d'Axel Noirom. Elle surgit des eaux troubles de la Meuse. Plus aucun espoir désormais pour un père et sa fille. Il l'aimait vraiment. C'était son Dieu, je veux dire, la petite. Je veux dire, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais question de papa, c'était un super papa. Personne n'y croit. Pour ses amis, Roger Leenertz a disparu. Mais pour prendre du recul, pour faire le point. J'ai perdu un tout grand copain, un ouvrier avec sa petite. Maintenant, il faudra le temps de pouvoir travailler cette tragédie. Ces idées noires, Roger les avait confiées à cet homme. Plongé dans la Meuse avec sa petite fille de 4 ans, la seule issue que le père de famille semble entrevoir. Je dis, écoute Roger, alors ce qu'on va faire, on va éveiller ta petite et tu vas lui dire ce que tu veux lui faire. Et puis, plus rien. 89 jours sans la moindre trace, jusqu'à cet après-midi où l'espoir s'éteint, définitivement. Dans le cadre de l'exercice, tout à fait par hasard, je suis tombé en fait sur un véhicule qui était immergé là. Et là, j'ai décidé d'aller ouvrir les portes et explorer l'intérieur. Là, gisant par 5 mètres de fond, un père et sa fille, partis pour un voyage, sans retour. La vie semblait pourtant facile quand il y a 5 ans, Carole et Roger se rencontrent dans la blanchisserie où ils travaillent tous les deux. C'était un grand fou. Comme je l'appelais, c'était un grand fou, simplement. Leur amour est tellement fort que tout va très vite. 3 mois après leur rencontre, Carole tombe enceinte. Roger a alors 51 ans. Il a déjà 3 garçons, des adultes. Dans la même année, il devient papa et 3 fois grand-père. La vie est sereine. C'était le beau vivant. Il adorait toujours faire la fête, faire le saut. Il adorait beaucoup lire aussi. Tout ce qui était pensée positif, il cherchait beaucoup de choses, beaucoup de réponses, je veux dire, à ce que la vie nous apportait. Mais c'est un super beau vivant. Le bonheur est là au sein de sa famille, mais aussi aux côtés de ses nombreux amis. Des amitiés profondes. André, Franck et Roger se connaissent depuis 35 ans. Ils sont nés dans le même village et depuis 2 ans travaillent ensemble. Roger, toujours de bonne humeur. Il voyait le travail. Donc on n'avait pas besoin de lui dire va un peu ranger là ou va un peu ranger là. Donc il savait ce qu'il devait faire et
Il y avait toujours la petite blague qui allait avec. Un travailleur de qualité, un bon vivant aussi, passionné de football. C'était là où il s'installait souvent pour regarder les matchs, voir ces gamins qui jouaient. Ou quand il venait voir la première, il venait s'installer là et puis, comme tout le monde, il faisait la troisième mi-temps, quoi. Plus jeune, Roger Leenertz a notamment joué à l'AS Eupen. Depuis, les rencontres, c'est sur les gradins qu'il les suivait. Et puis, il rentrait dans la buvette. S'il y avait trop de monde, il s'investissait même dans le comptoir. Il rentrait dans le comptoir, il demandait pour lui donner un coup de main, ou bien pour débarrasser la table, ou quelque chose comme ça. Ça, c'était Roger, quoi. Mais il y a quelques mois, tout bascule. La vie devient plus compliquée, les choses se fragilisent, les difficultés s'accumulent. Le couple est au bord de l'implosion. Une situation dont il parle peu à l'extérieur et qui pourtant le mine profondément. Pour moi, de nouveau, de ma vue, n'était pas dépressif. Il y avait quelque chose qui le tracassait, oui. Et ça, je savais ce que c'était parce qu'il m'en a parlé, sans plus. Mais c'est pas pour ça que je mettrais le cachet dépressif. Du moins, pas les heures de travail. 13 novembre 2013, quand il quitte le travail, les deux hommes se séparent, comme tous les autres jours. C'était un mercredi quand je l'ai vu la dernière fois, donc le mercredi. Pour moi, Roger revenait vendredi. C'était le même Roger, oui, avec des petits soucis, mais comme je le dis, que tout le monde a à la maison ou dans sa vie, mais pas du tout remarquer qu'il y a quelque chose qui se prépare ou que lui aurait préparé quelque chose, non. Et pourtant, quelques heures plus tard, Roger Leenertz semble au bord du gouffre. Le mal-être profondément ancré, les disputes dans son couple, l'éloignement de sa compagne, il ne le supporte plus. Il est plus ou moins 11h, 23h. J'entends frapper au volet, donc je vais ouvrir la porte et je vois Roger et je vous dis en pleurs, en rire. Il me dit ça ne va pas, je deviens fou, je ne sais plus où j'en suis. Une soirée à laquelle Didier repense sans cesse. Des instants qu'il accepte de revivre en quelque sorte pour nous. Car c'est à Sclessin que Roger Leenertz trouve refuge ce soir-là. Il ne connaît Didier que depuis 1 an et demi, mais il en a fait son confident. Didier connaît toute la situation, les problèmes de couple. Son ami est désorienté. Il finit par aller chercher Caroline dans la voiture. La fillette dort profondément. Il couche la petite là dans le fauteuil, puis il vient ici, je lui propose de prendre un café. Les idées noires se bousculent, le père de famille se sent au pied du mur. Et puis voilà, on a un petit peu parlé de ces problèmes qui le préoccupaient. Jusqu'à 2h30, 3h du matin, on a un petit peu discuté. Dans un premier temps, il est plus que clair, hein. Il m'indique carrément où il va aller se mettre dans l'eau. Au fil des heures, ben oui, je sens que sa tension, elle redescend, il parle plus calmement, il est beaucoup moins désorienté, ça ne passe plus du sourire aux pleurs, c'est des larmes qui coulent de temps en temps, mais je veux dire, il n'est plus désorienté, il est triste de la situation qu'il vit. Ce que Didier ignore, c'est cette conversation téléphonique, il y a à peine quelques instants. Carole s'inquiète, elle sent que les choses prennent une mauvaise tournure. Elle téléphone à son compagnon. C'est moi qui lui ai sonné. C'est la petite qui a décroché, je me souviens. Et elle parlait. Et je lui ai dit, passe-moi papa. Et lui, il m'a répondu, il a repris le téléphone, il m'a simplement dit, c'est la dernière fois que tu entends la petite. Il m'a rendu la petite au téléphone, donc j'ai posé de suite des questions à Caroline pour savoir où elle était, ce qu'elle faisait. Et donc elle m'expliquait qu'elle était dans la voiture, qui roulait. Mais elle ne voyait pas le mal, je vais dire, qu'il y avait à ce moment-là. Et lui, il a compris de suite que je posais des questions à la petite. Il a repris l'appareil et il a raccroché. Et c'est la dernière fois que j'ai entendu la petite.
La nuit est agitée pour tout le monde. 5 h du matin, 14 novembre. Il n'y a pas un bruit dans la maison de Sclessin. Seule Caroline dort dans le salon. On a un petit peu rediscuté, mais il semblait bien. Il me disait, hein, je suis perdu, je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai tout perdu. Mais de façon correcte et de façon posée. Un apaisement apparent, mais à l'intérieur, le chaos demeure. À 7 h ce matin-là, Roger Leenertz et sa fillette sont sur le pas de la porte. Là, à 7 h du matin, quand il part pour conduire la petite à l'école. D'ailleurs, quand ils arrivent dehors, la petite me dit « Oh Didier, au revoir Didier, je pourrais encore venir dans ta maison. » Et hey, papa, on viendra encore chez Didier. Et là, Roger lui dit « Oui, on viendra encore chez Didier. » Et puis quand il est dans l'auto, il me dit « Merci, mais tu n'as fait que retarder le processus que j'avais mis en place hier. » Je lui dis « Écoute Roger, non, alors reviens, rentre à la maison. » Il dit « Non, je suis bien maintenant, qu'il m'a dit. » Et puis il est parti. Parti, sans laisser la moindre trace. C'est ici à Stambert, à quelques kilomètres à peine de son domicile de Baleine, que le signal de son GSM est repéré le même jour. Et puis, plus rien. Les recherches sont lancées. Les enquêteurs de la zone de police de Herve examinent toutes les pistes. En France, au Cap d'Agde, où Roger Leenertz allait en vacances. En Allemagne, où il avait des habitudes. Mais aussi dans les cantons de l'Est, plus proches de son domicile. Le barrage de Penne ou de la Gileppe, les bois de Jalais, la carrière de Dolin, rien n'est laissé au hasard. On a fait toute la région de chez nous où monsieur aurait pu se trouver. On a cherché en Allemagne parce que monsieur avait des contacts là-bas qui parlaient allemand, qu'il avait à un moment donné une société dont le siège social se trouvait là-bas. On a cherché s'il n'était pas parti à l'étranger. Tous les endroits où monsieur avait des contacts et où monsieur aurait pu aller, effectivement, on a fait des recherches. Maintenant, il n'y avait pas de mouvement bancaire, il n'y avait pas... Donc on coinçait. À l'époque, son entourage refuse catégoriquement la thèse du suicide. Leur copain n'aurait pas pu commettre cet acte, et encore moins sur sa fille qu'il chérissait tant. C'est ce que nous confiait Jean-Claude lors de cette interview réalisée quelques heures seulement avant l'épilogue fatal. Moi, on m'a dit que Roger était disparu. Il a passé dans le journal. Comment Roger a disparu? On l'a encore vu la semaine passée. Ben oui, non, il n'est plus rentré. Carole nous a téléphoné pour voir si je ne l'avais pas vu. Ben sinon, je n'ai pas vu. Et puis alors l'interview de son copain là, à Liège, qu'on ne connaissait pas du tout. Monsieur, on ne le connaissait pas. Maintenant, de suite à ça, ben, il y a des fabulations qui se sont faites. Est-ce qu'il s'est suicidé, ceci, cela, il voulait se suicider, Je ne crois pas, j'y crois pas. Pour la maman de Caroline, l'absence est insoutenable. Quand nous la rencontrons pour le tournage la première fois, sa fille et son compagnon n'ont toujours pas été retrouvés. Elle nous livre quelques mots qu'elle écrit à sa petite quand elle est seule le soir. N'oublie jamais que je t'aime, mon ange. Ma lumière, maman, je t'aime. C'est des petits mots comme ça. Bonjour mon bébé, je te souhaite un très beau dimanche, où que tu sois mon bébé, je t'aime maman. C'est toujours des petits mots. Je te fais plein de gros bisous. Je lui dis ce que je ressens, que le vide que c'est sans elle. Et voilà, c'est ma thérapie à moi, on va dire. Les jours passent et toujours rien. Naissent alors les rumeurs les plus folles. L'arrivée d'une mystérieuse lettre anonyme va tout compliquer. Le corbeau y accuse Carole d'avoir tué sa propre fille et son compagnon. À ce moment-là, la justice ne veut rien négliger. La maman est inculpée de double meurtre. C'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui, du coup, madame du statut de victime passe à un statut d'inculpée. Personne ne croyait réellement
sa culpabilité. Donc ça, c'est quelque chose que madame a immédiatement ressenti. Les interrogatoires se sont bien passés. Maintenant, c'est sûr que ce sont des épreuves supplémentaires à passer. Madame a dû être interrogée, il y a dû avoir des perquisitions à son domicile. C'est tous des éléments qui sont extrêmement lourds. Et puis un jour, tout s'arrête, brusquement. L'espoir n'est malheureusement plus permis. Lundi 10 février 2014, les corps sans vie de Caroline 4 ans et de Roger 55 ans sont repêchés dans la Meuse. Et puis un jour, tout s'arrête, brusquement. L'espoir n'est malheureusement plus permis. Lundi 10 février 2014, les corps sans vie de Caroline 4 ans et de Roger 55 ans sont repêchés dans la Meuse. À partir de maintenant, c'est une autre tournure que prend le dossier et toute une série de vérifications vont avoir lieu maintenant sur les circonstances de la découverte. Et donc là, ce sont les experts qui vont prendre la place, médecins légistes et autres, pour savoir ce qui s'est passé. C'est Nicolas Castells qui fait l'effroyable découverte. Il est pompier professionnel et cet après-midi-là, avec son équipe, il fait un simple exercice de plongée à Coron-Meuse. Mais à 10 mètres du rivage, au fond du fleuve, il repère soudain un véhicule. J'avais dans l'idée que c'était une voiture, comme il y en a souvent ici, qui sont jetées parce qu'elles sont volées ou pour des fraudes à l'assurance ou d'autres raisons. Mais par acquis de conscience, je me suis dit je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur et c'est là que j'ai découvert les deux cadavres. J'ai dû marquer un petit temps d'arrêt au moment où je me suis rendu compte que le véhicule que je venais de trouver n'était pas une simple voiture abandonnée, mais un véhicule qui était habité. J'ai effectivement pris le temps de mentalement me dire ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant, comment procéder. Le milieu est hostile. Le courant est important, les eaux sont troubles, pas plus de 10 cm de visibilité. Du coup, tout se passe au toucher pour le plongeur. Ce n'est pas plus mal, souligne Nicolas. Car l'opération est troublante. Le professionnalisme a beau être là, le hasard de la découverte rend impossible toute préparation psychologique. On était dans le cadre d'un exercice, donc c'était totalement inattendu. D'habitude, on est un peu formaté, on a le temps de se dire, voilà, on va sur une situation où on risque de rencontrer des choses pas très gaies à vivre. Ici, pas du tout. C'était parti pour être une après-midi d'entraînement comme les autres et ça s'est transformé en une après-midi vraiment différente. Et puis le fait que ça implique des enfants, c'est vraiment pas évident non plus. Pour vaincre des émotions trop fortes, les pompiers bénéficient, quand il le faut, d'un soutien, d'une aide extérieure. Car il est vrai que ce type de situation bouleverse et engendre de nombreuses questions. Pourquoi des parents choisissent-ils d'emmener leurs enfants dans la mort? Pourquoi des êtres innocents doivent-ils être emportés ainsi et subir les assauts de la vie d'adulte? L'angoisse et la peur sont parfois trop présentes. La capacité de discernement disparaît alors même vis-à-vis de ses propres enfants. Si c'est la personne à qui on tient le plus, on peut avoir envie de la garder pour soi. C'est, si vous voulez, un amour un peu narcissique. Ça veut dire que souvent, c'est un peu mélangé à cette idée qu'on veut le bien de l'enfant, etc. Mais dans ces moments d'angoisse, je pense que ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette capacité de discernement ne fonctionne plus. Et c'est à ce moment-là qu'on court le risque d'un... il suffit alors qu'on ait pris un peu d'alcool en plus ou des choses de cet ordre-là pour que, je veux dire, le passage à l'acte soit facilité. L'univers devient anxiogène. Pour certains, un monde fermé où il n'y a plus d'issue à rien, ni pour soi, ni pour les autres. Je ne crois pas qu'il y a une volonté, dans la plupart des cas, d'emmener un enfant dans la mort. Il y a se sentir dépassé, se sentir incapable de réagir, dans l'impuissance, etc. Au fond, on pourrait se dire que parfois, c'est le suicide, la seule capacité de réaction qu'ils pensent qu'il leur reste à leur disposition. Ce qui est toujours faux, mais dans l'angoisse, ça peut apparaître comme ça. Au lendemain de ce dénouement douloureux,
Nous retrouvons André. Il est anéanti. Moi-même, je n'aurais jamais cru à cette hypothèse-là. Pourquoi? Parce qu'on recherche peut-être le bien aussi dans les personnes qu'on aime, qu'on connaît, qu'on apprécie. Mais voilà, on s'est regardé jusque devant la tête, mais pas dans la tête d'une personne. Et il faut parfois 5 secondes pour prendre une décision. Je crois que Roger a pris ces 5 secondes et a décidé pour lui. Et malheureusement pour la petite, de faire ce qu'il devait faire. Pour Didier, le dernier à les avoir vus vivants, c'est un mélange de tristesse et de colère. Avec un profond sentiment, dit-il, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Même tous les gens qui m'entourent et même sa famille me dit Didier, tu ne dois pas te sentir coupable. Ben, malgré tout, il y a une décision qui a été prise de ma part et c'était pas la bonne. Il y a eu un décès d'un enfant à cause de cette mauvaise décision. Donc, je sais que c'est pas moi qui ai fait le geste, mais voilà, il y a un petit sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait le nécessaire. Plusieurs jours après les funérailles, Carole accepte de nous revoir. C'est une maman déchirée, emplie d'une tristesse pudique, mais aussi d'une forme d'apaisement. Je suis soulagée de l'avoir près de moi. Ça, c'est une chose qu'elle ait fait ses petits nounours, ses fleurs, elle est là et il a pu reposer au paix maintenant. Pendant ces 3 mois de disparition, de questionnement et de souffrance, elle a, dit-elle, beaucoup parlé aux seules photos qui lui restent. Je lui parlais tous les jours. Après, je suis au psy. Il en a pris pour des vertes et des pas mûres, tout comme j'ai rigolé avec lui avec les photos. Bon, c'était ça y portait les moments comme au sort. 3 mois qui ont quelque peu dissipé la colère, nous confie Carole. Car l'homme qui a posé ce geste n'est pas celui avec lequel elle a vécu. C'était pas lui.